Messieurs, dames, bien le bonjour, bien le bonsoir, j'espère que vous allez tous et tous bien, moi ça va plutôt super, et aujourd'hui on se retrouve pour votre review de l'intégralité des films Naruto Shippuden. Vous vous souvenez de la review des films Naruto, j'ai vraiment pas été du tout tendre envers les films Naruto. Je vais essayer de me rattraper avec cette review des films Naruto Shippuden, surtout qu'il y en a 8 à traiter, donc ça fait beaucoup. Je vais pas rester très longtemps sur chacun des films pour vraiment les traiter de la manière la plus rapide et de la plus concise possible. Comme d'habitude, et surtout, vous en avez l'habitude maintenant, je me suis permis de prendre des notes pour me noter certaines choses concernant mon ressenti à chaud sur les films, que je vais pouvoir relire au fur et à mesure de chacun des films, histoire de me rappeler des éléments, parce que pour être honnête, ça va faire quelques semaines que j'ai vu les films, que je n'ai pas tourné la review, donc il est temps que je me remette un petit peu sur le droit chemin, et de vous faire cette review, parce que c'est quand même important, hein. Même si tout le monde s'en fout de mon avis, parce que personne n'a aimé la review des films Naruto, voilà. Je rigole parce que j'ai pas vu encore les retours. Alors, traitons du tout premier film Naruto Shippuden, Un funeste présage. Alors, il a un double nom ce film, ça qui est assez drôle, sorti durant l'été 2007. Non seulement il a un nom Un funeste présage, mais il a également un nom très important, qui je pense a chamboulé beaucoup de monde quand il est sorti à l'époque, c'est La mort de Naruto. Oui. Et le film démarre d'ailleurs sur la mort de Naruto. Voilà, tout simplement. Alors spoiler, non, hein, voilà. Ça va entendre le dire, non. Hein, voilà, Naruto ne meurt pas dans ce film. C'est tout simplement grâce, ou plutôt à cause, d'un personnage qui va jouer un rôle très important dans le film. C'est la prêtresse Shion, qui est capable de voir le futur et qui va tout simplement dire à Naruto, tu vas mourir, hein, tout simplement. Hein. La team de Naruto, composée de Sakura, Lee et Neji, vont devoir transporter la prêtresse Shion, car il y a un démon qui s'est réveillé, et bah voilà, hein, il faut la transporter dans le temple pour empêcher le démon de se libérer, parce que seule la prêtresse est capable de sceller à nouveau le démon. Voilà, c'est ça le speech du film. Mais ça va pas bien se passer, hein, vous en doutez, hein, les méchants, bah ils vont l'aider à se libérer, Naruto va combattre le démon, spoiler il gagne, voilà, bon. Est-ce qu'il y a vraiment de la surprise sur chacun des films où Naruto va réussir à battre le méchant? Non, voilà, ça sera la ligne directrice, et de toute façon ça a toujours été le cas dans tous les films. On est dans un shonen les gars, c'est friendly, sans trop l'être, parce qu'attention, ce film, je trouve personnellement qu'il a eu énormément d'ambition, c'est ce que je note ici. Le traitement de la prêtresse Shion, qui était franchement pas mal, même si je trouve que ça a été très bizarre, surtout sur la fin. Hein. Je pense que ça aurait mérité un peu plus d'approfondissement. Avec 1h30, je pense que c'est pas suffisant. Même si le personnage était vraiment touchant pour le coup. Il est un peu chiant au début. Hein. On l'apprend pour quelqu'un de très renfermé, de très sage. Et finalement, on apprend très rapidement que c'est c'est une chieuse. Voilà. C'est une chieuse qui est jamais contente. Mais comme elle se lie d'amitié avec Naruto, blablabla, voilà. On passe tout le côté un peu chiant. Hein. Et les combats, franchement, sont vraiment pas mal. Et les sbires en particulier. Franchement, les sbires en particulier ont été très intéressants au départ. Je trouve que franchement, ils avaient chacun leur petite personnalité. Et le côté, en fait, où l'un des méchants doit fournir du chakra aux autres pour devenir plus fort. Et le fait qu'ils aient plus de chakra, ils doivent s'enfuir. Ouais, ça donnait un côté un peu de tension au truc, tu sais pas quand est-ce qu'ils allaient revenir. Ils pouvaient apparaître n'importe quand, donc ça donnait un côté plus intéressant au départ, mais je trouve qu'ils sont un peu sous-exploités, parce que pas de background, ça qui est vraiment dommage, et ils disparaissent complètement avant la fin du film. C'est-à-dire qu'il y en a un qui se fait battre par Lee, je crois, il se fait battre par Lee, Naruto semble en battre une, mais finalement non, hein, et puis ils disparaissent tous avant la fin du film. Alors ils n'ont pas été battus, de souvenir, si je me trompe n'hésitez pas à me reprendre, mais je crois pas que les méchants aient été vaincus, sauf évidemment le démon final, voilà, qui se fait poutrer par Naruto, mais bon, et puis le démon, soit dit en passant, hein, qui se réveille, wahaha, je suis méchant, je vais détruire le monde, parce que oui, ce film a quand même un côté un peu sombre, c'est que on nous dit directement que ce démon, s'il se réveille, c'est la fin du monde. Voilà. Alors, Naruto lui pète la gueule, très facilement, dommage, grâce à la princesse Shion qui est aussi réussi à avoir ses pouvoirs, cheater sa mère, je sais pas comment, voilà, ne trouvez pas d'explication, mais bon, voilà, c'est trop facile, mais c'était un bon film, franchement j'ai passé un bon moment, bon, sauf la présence franchement de Neji et de Lee, qui est pas du tout indispensable, surtout que Neji il est quand même présenté comme un jonin, c'est le cas, c'est un jonin, chef d'équipe, mais c'est le mec qui sert le moins dans la team, dans le film, c'est le mec le plus incompétent dans la team. Donc qu'est-ce que tu fais en tant que chef si tu ne sers à rien comparé à Naruto ou Sakura? Tu es le mec le plus inutile, t'es même pas capable, il n'a pas protégé une seule fois la prêtresse. Il n'a servi à rien. Lee, en comparaison, il a été plus intéressant que lui. Il a eu un meilleur développement dans le film. Voilà, c'est ça qui est dommage.
Et le petit point, allez, vraiment, c'est pour finir ce premier film. Le petit point, et qui sera exactement le cas pour tous les films de Naruto, voilà, c'est le retour des musiques de Takanashi, que nous n'avions pas dans les 3 premiers films Naruto. Enfin, le retour de Takanashi, mon dieu! Et ça donne un gros cachet au film. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir et ça fait chaud au cœur de revoir enfin des grosses musiques de combat sa mère de Takanashi sur les films Naruto Shippuden. Voilà. En tout cas, c'était un point que j'ai noté ici pour le premier film. Passons au second, Kizuna. C'est le nom de ce film, donc Kizuna Lelia. Et là, ça va être cool parce que les fans de Sasuke, ils vont pouvoir bander un petit peu sur ce film parce que été 2008, donc il est sorti un an après le premier, 1h29, un tout petit peu plus court que le précédent, mais les liens, je pense que les gens ont bandé quand le film a commencé parce que le premier plan qu'on voit dans le film, c'est Sasuke. Sasuke interviendra dans ce film. Il se battra avec Naruto. Mais pas en tant qu'allié, vous avez compris, hein, puisque bah, il a quitté Konoha, hein, voilà. Mais ça se trouve, se trouve, je crois, juste après la mission où Sasuke aura été retrouvé par la team Naruto. Vous vous en souvenez, avec Sai et tout le bordel. Ça se passe juste après. Donc Sasuke est envoyé en mission par Orochimaru pour trouver un type qui pourrait soigner ses bras, qui pourrait le soigner tout court, parce que je vous rappelle qu'Orochimaru est au bord de la mort, donc il envoie Sasuke en mission. Et Naruto, quant à lui, bah, est également en mission, hein, tout simplement. Hein, voilà. Konoha se fait attaquer, mais personne ne réagit. Naruto arrive à la fin, puis il se retrouve avec un médecin ninja et son disciple. Ils se retrouvent à partir en voyage pour retrouver quelque chose, on sait pas trop. Bref, ils doivent les aider à rentrer chez eux, parce que je sais pas. Voilà, ils doivent les aider à rentrer chez eux. Dans la team, il y a Hinata. Voilà, il y a Hinata qui les rejoint avec Naruto et Sakura. Il y a Hinata qui vient. Hinata qui est exactement le même archétype que Neji et Ellie. Elle est là juste pour faire coucou. Elle ne combat même pas. Elle dit juste « Ah Naruto, je suis là. Ah Naruto, il se passe ça. Ah Naruto. » Meuf, sert à quelque chose dans ce film. Spoiler, le méchant médecin était le méchant. Voilà, personne l'avait vu venir. Oulala. En réalité, son disciple, qui est une meuf, on apprend ça assez vite d'ailleurs. Amaru, elle s'appelle. Donc on apprend qu'Amaru, elle a été sauvée par le médecin, mais il faisait ça par intérêt. Que en fait là, il trouve comme par hasard une espèce d'ancienne civilisation avec une arme surpuissante qui peut détruire tous les villages ninja. Le mec il en prend possession, et puis il devient surpuissant avec un espèce de chakra noir qui absorbe le côté obscur des gens. Voilà, il y a un truc un peu darkissime, hein. Mais bon, le problème c'est que le méchant, comme je le note ici, il n'est pas suffisamment charismatique pour être vraiment qualifié de méchant. Le mec il fait que parler, il fait waouh Naruto, je vais te péter la gueule, et puis il frappe Naruto pendant 15 minutes. Naruto ne fait que se relever, il le frappe, il se relève, il le frappe, il se relève. C'est pas du combat ça. C'est pas du combat et ça doit vraiment durer 15 minutes chrono quoi. Vraiment, voire même beaucoup plus. Et est-ce que c'est bien pour un film de voir juste Naruto lui parler pendant qu'il se bat pendant 15 minutes, t'as Maru qui ne bouge pas, et puis t'apprends que Sasuke regardait le combat tout en haut, et regardait Naruto se faire péter la gueule, et regardait le méchant se faire péter la gueule. Tu pouvais pas intervenir plus tôt, frérot, pour les arrêter, parce que ton objectif c'est quand même d'emmener ce mec, ou plutôt récupérer le rouleau qui permettrait d'utiliser la technique de guérison pour Orochimaru. Grouille-toi le cul, peut-être, je sais pas, et c'est seulement quand il voit que le mec s'enfuit, ou plutôt qu'il est affaibli, hein, que Naruto a réussi à l'affaiblir, ou qu'il a agi de son plein gré pendant que Naruto combattait, bref, sa mère là. C'est fait pour faire le parallèle, c'est là pour ça, le film s'appelle Les Liens, donc Sasuke il est là pour ça, hein. C'est surtout parce qu'il est sur l'affiche du film, donc s'il n'était pas dans le film ça aurait été complètement débile, hein. Un espèce de démon, un démon qui n'est même pas introduit dans le lore de Naruto, le démon sans queue. Voilà, il s'appelle le démon sans queue, qui prend possession du corps de Amaru, et Naruto va devoir combattre le démon sans queue pour libérer Amaru. Jusqu'à, évidemment, vous en doutez, perdre le contrôle de Kyuubi, blablabla, puis par la magie du scénario, il récupère le contrôle de son corps, puis il se dit « Oh, je ne peux pas utiliser cette puissance pour réussir mes objectifs, faut que je réussisse avec ma propre force, mais ce démon fait partie de toi, donc t'es complètement débile, tout en sachant que plus tard dans l'œuvre, il utilisera les pouvoirs de Kyuubi pour réussir ses objectifs. Donc ses pensées au ce moment du film et ce qu'il en résultera plus tard se contredisent complètement. Je sais pas si c'était volontaire parce que Kishimoto a travaillé sur le film ou pas, j'en sais rien. Je l'ai aimé. Voilà, je l'ai aimé, j'ai passé un bon moment. Et puis le personnage d'Amaru, même si la fin est assez brouillon, parce que elle a juste Naruto dans ses bras, elle lui frotte les cheveux en lui disant tu n'es plus seul, bah ça veut pas dire grand chose.
Voilà, le film n'a pas vraiment de fin. C'est Naruto, il bat le méchant, il détruit la forteresse parce que l'arme ultime, ta mère. Voilà. Bref, passons au troisième film. Passons au troisième film, La flamme de la volonté. Alors, La flamme de la volonté. Qu'est-ce que j'ai à dire au niveau de La flamme de la volonté? Je note ici que le choix du scénario était intéressant. Une tension qui peut mener Konoha à sa perte. Tout le monde est mis à contribution. Alors, oui et non. Quel est le point central de ce film? Le point central de ce film, c'est Kakashi. Voilà. C'est Kakashi parce que le méchant du film veut récupérer tous les attributs héréditaires de tous les villages. Voilà. Il veut récupérer tous les attributs héréditaires de tous les des 5 grandes nations, hein, pour donc devenir le ninja ultime, hein, tout simplement. L'élément va faire que et le scénario va faire que celui de Konoha, c'est Kakashi, parce qu'il a le Sharingan. Le méchant, il est quand même sacrément menaçant avec ses techniques héréditaires, parce qu'il a fusionné avec les 4 premiers, mais il veut récupérer Kakashi. Ce qui fait que la team de Naruto, plutôt Naruto et Sakura vont partir à la recherche de Kakashi pour l'arrêter, parce que Kakashi est parti tout seul, mais ils vont être... tous les autres ninjas de sa génération vont être envoyés à sa poursuite pour l'arrêter, parce que c'était soi-disant le vœu de Kakashi d'être envoyé là-bas tout seul, quitte à devenir un ninja renégat de Konoha, alors que tout le monde avait décrété l'état d'urgence de ne pas sortir du village. Mais Naruto, égoïste comme il est dans ce film, parce qu'on peut le dire, c'est clairement un égoïste, hein, dans ce film, hein. Il va carrément combattre ses propres potes pour partir à la recherche de Kakashi. Quitte à... Vraiment, il va péter la gueule à tout le monde, hein. Il va combattre Shikamaru et tout le monde. Il va même combattre Gaara. C'est à tel point que... Voilà, on en arrive là, quoi. Il va combattre Gaara. Je le disais un peu plus tôt, une tension qui va mener presque Konoha à sa perte, tout simplement parce que le méchant est un ancien ninja de Konoha. Donc, la menace qui va arriver va mettre Konoha au pied du mur. Les 5 grandes nations vont pointer du doigt Konoha, vont leur dire « Eh, c'est votre problème, c'est à vous de le régler, et si vous le réglez pas... Si ce ninja n'est pas neutralisé par vous, dans 3 jours, on détruit Konoha. » Mais vous prenez aucune demi-mesure, en fait. Même Tsunade le dit. Elle dit, mais ça fait 20 ans qu'il n'est plus au village. Pourquoi vous me pétez les couilles? Ça fait, voire même presque 30 ans qu'il n'est plus à Konoha. Pourquoi est-ce qu'on devrait être visé maintenant? Et, comme par hasard, plus tôt dans le film, qu'est-ce qui se passe? Gaara et on peut dire son escorte, hein, se fait attaquer. Gaara est considéré comme mort pendant une partie du film, ce qui va presque mener la guerre entre Konoha et Suna. À tel point qu'au bout d'un moment, t'as carrément Jiraiya qui intervient pour délivrer un message et dire oulala, stop, hop, 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 on arrête la guerre là. On arrête tout, posez les armes, Gaara il est vivant. On arrête. Les 2 nations allaient se livrer à une guerre avec des armes qui peuvent être qualifiées même dans notre univers d'armes nucléaires, quoi. Ils allaient se mettre sur la gueule. C'est n'importe quoi. Ça n'a aucun putain de sens. Bon, passons au reste. Donc je disais, le méchant il est bien. Franchement, le méchant il est bien, il est assez menaçant, à tel point que les points que j'ai cités avant étaient là, hein, dès le départ, et qui t'annonçaient déjà la couleur dès le début. Mais, bah oui, il y a toujours un mais, malheureusement, pour le méchant. C'est dommage parce que il se remet malheureusement en question sur sa fin, parce qu'il se fait péter la gueule par Naruto et la team, hein, voilà, vous vous en doutez, et il se remet en question. Va te faire foutre. Va te faire foutre. Voilà. Tu ne peux pas menacer les 5 grandes nations ninja parce que, je cite, tu voulais être l'égal des 3 ninjas légendaires de Konoha, alias Orochimaru, Jiraiya et Tsunade, parce qu'il voulait être pote avec les 3 ninjas de légende du village. Il voulait être à leur level, mais il s'est rendu très rapidement compte qu'il pouvait pas être à leur level, à tel point qu'il a pris le seum et qu'il a commencé à créer des techniques pour réanimer les morts. Enfin, une technique à peu près, hein, c'est une technique de chimère, c'est appelé comme ça. Donc une technique de chimère. Mais frérot, tu es cringe. Pourquoi n'as-tu pas tout simplement voulu parler avec les 3 ninjas légendaires pour leur dire je peux rejoindre votre groupe, hein, genre je peux devenir vos potes, quoi. Et au moment de sa mort, il regarde Kakashi, il fait j'aurais pu devenir votre pote? Et il a fait oui. Et là il meurt. C'est limite, c'est le mec a pas dit je m'excuse pour tout ce que j'ai fait. Non. Non, tu as capturé, séquestré, presque buté 4 ninjas des 5 grandes nations. Tu as presque kidnappé Kakashi pour le tuer, à tel point que Naruto a dû être égoïste pour aller le libérer.
quitte à devenir lui-même un ninja renégat de son propre village, avec ses bonnes morales du film en lui-même, hein, la flamme de la volonté, hein, cette flamme que Kakashi lui a enseignée, cette fameuse phrase qui rebondit très souvent dans l'univers de Naruto, cette phrase que Kakashi a dit un nombre incalculable de fois et qui va se refléter dans Naruto, je ne sais pas combien de fois dans le film, je pense qu'il a dû le répéter 15 fois, c'est un ninja qui ne respecte pas les règles est un moins que rien. Mais celui qui abandonne ses compagnons est encore pire. Mais voilà, je taquine un peu le film, je suis méchant, et j'étais un petit peu long en plus dans mes explications. Mais je l'ai aimé pour autant, voilà, je l'ai aimé. Même si c'était un peu brouillon, le méchant il m'a fait kiffer avec ses techniques héréditaires. Le combat est un peu brouillon sur la fin parce que ça s'arrête juste à une série de coups où Naruto lui pète la gueule avec un Rasengan final comme tous les films. Mais c'est shonen vibes, quoi. Voilà, on se fait pas chier, quoi. C'est bien, on passe un bon moment. C'est 1h35, c'est pas ni trop long ni trop court. Voilà. On sait qu'il y a du combat, il y a beaucoup de confrontations, donc on se fait plaisir. Voilà, on se fait plaisir. On va passer à de meilleurs films d'ailleurs, juste après. Quatrième film. On entre dans les films que beaucoup d'ailleurs ont dû voir. Parce que oui, spoiler, la plupart des films, avant cela, je les avais pas vus. Alors le film 4, je l'ai pas vu, qu'on va traiter là. Mais à partir du film 5... non, 5 non plus, je l'avais pas vu. 5, j'avais pas vu. Les 3 derniers films Naruto, je les avais vus. Les tout premiers, je les avais jamais vus. Voilà, j'ai oublié de le préciser en début de vidéo. Je me permets de le faire à peu près la moitié de la review. Quatrième film, The Lost Tower, sorti un an après, durant l'été 2010. The Lost Tower, je pense que c'est l'un des préférés des gens. Parce qu'il y a un personnage très cool dans le film, hein. Que tout le monde aime dans la saga Naruto. Alors, j'ai pas spécialement apprécié ce film pour plusieurs points, je vais le dire. Tsunade envoie Naruto, Sakura et Yamato pour arrêter un mec, hein, qui s'appelle Mukade. Mukade qui se rend dans une ancienne ville et par mégarde dans l'ancienne ville de Rohan avec ce qui s'appelle la veine du dragon, qui est une énergie super puissante que Mukade est capable d'utiliser parce que c'est un marionnettiste, je crois, Mukade de souvenir dans le film. Il va tout simplement libérer le sceau qu'avait mis en place le 4e Hokage à l'époque, parce qu'il avait scellé la veine du dragon. Donc Naruto et la team vont se retrouver là, enfin plutôt Naruto et Yamato, même si Yamato on le verra 5 minutes et demie, j'ai compté, dans le film. Et Naruto va se retrouver dans le Rohan du passé. Est-ce que vous comprenez là où les choses commencent à être un peu nulles? Naruto se retrouve dans le passé, ce qui fait que il rencontre son paternel. Oui, il rencontre Minato qui, comme par hasard, à la même période où Naruto se retrouve par enchantement, genre le mec qui pouvait pas se retrouver 10 ans après ou 10 ans avant. Non, il se retrouve dans la même période où, comme par hasard, Minato, mais pas que Minato, Choza, Chibi, Kakashi se retrouvent en mission à Rohan. Sacrée coïncidence quand même, non? Sacrée coïncidence. Bon, je le dis là, les scénarios de voyage temporel, c'est jamais une bonne chose. Ça crée toujours des incohérences, surtout que là, il y a d'énormes incohérences, surtout avec le fait que, il lui montre son visage. Au début, Minato a un masque. Mais, il montre très rapidement son visage à Naruto. Et Naruto le reconnaît pas. Comment c'est possible que Naruto ne le reconnaisse pas? Ne faites jamais, au grand jamais, de films avec des voyages dans le temps. Ça ne marche jamais, il y a toujours des incohérences, surtout si ces films ne sont pas canons, ça crée toujours des putains d'incohérences avec l'univers. Et c'est le cas ici, parce que même jusqu'à la fin, il se rendra compte seulement après que c'est son père, alors qu'il aurait dû le reconnaître à la seconde même où il a vu son visage. Et c'est seulement dans les derniers instants où ils font un Rasengan père-fils, giga stylé. Par contre, franchement, giga stylé, hein. Le giga Rasengan de la mort pour combattre le méchant, Mukade, hein, voilà, spoiler, qui se retrouve dans le passé, qui devient le conseiller de la reine de Rohan dans le passé, voilà, de la future reine en devenir, voilà. J'ai pas noté ici, je crois. Même si c'est dommage pour le coup, parce que Mukade, ça aurait pu être un bon méchant. Le voyage temporel aurait pu être bien s'il y avait une explication logique. Je sais pas, par exemple, Mukade venait du passé, il voulait rentrer dans son époque, machin, ça aurait été drôle de faire un truc pareil, genre il retire le sceau parce qu'il vient de Rohan dans le passé, il rentrerait tout simplement chez lui, mais non, voilà, non, voilà, il va dans le passé parce que c'est plus simple, et parce que la veine du dragon n'a pas été scellée dans le passé, va te faire foutre,
Je cherche pas d'explication. Mais il a pas de background, le méchant. Donc c'est dommage, j'aurais aimé qu'il ait une vie. Il a eu une vie avant, qu'on nous explique pourquoi il est devenu méchant, machin. Non, on nous introduit le film, Mukade, méchant, abattre, retour dans le passé, abattre encore le méchant, sauver Roran, recéler à nouveau, parce que visiblement, c'est ce qu'il faut faire, hein, visiblement. C'est absolument ce qu'il faut faire. Dans le présent, la veine du dragon a été ouverte par Mukade. Donc il faut de nouveau la sceller dans le passé, parce que la mission qui mènera d'ailleurs au scellement de la veine du dragon, c'est l'intervention de Naruto avec Minato dans les pattes. Donc ça forcera forcément Minato à suivre toute la mission, tout le bordel que créera Naruto face à Mukade, pour, à ce moment-là, sceller la veine du dragon. Donc tout est fait pour. Alors, 5e film, Blood Prison. Blood Prison, on arrive enfin aux films qui sont bien pour le coup. Non, je rigole, les premiers films étaient cool. Il y a vraiment eu que Lost Tower que j'ai pas aimé scénaristiquement, et Voyage temporel j'ai pas aimé. Voilà. Même si je pense que c'est l'un des films préférés de tout le monde. Voilà, j'ai critiqué le film que tout le monde aime. Blood Prison, là on revient au film que j'aime. 1h42. 1h42, Naruto est envoyé en tôle. Non, je rigole pas. Non, Naruto est vraiment envoyé en tôle. Le problème, c'est qu'il fait que 1h42. Alors, il fait pas que 1h42. Il fait juste 1 heure de trop. Alors, je m'explique. Le film introduit le fait que Naruto est considéré comme un criminel parce que, blague à part, au début du film, il y a quelqu'un qui ressemble à Naruto qui attaque le Raikage. Donc, dans les différents pays, tout le monde commence à douter un peu que Naruto veut attaquer les autres, veut tuer les gens. Personne ne se pose des questions. Bon, blague à part, en fait c'était un troll. Hein, tout le monde savait que Naruto était innocent, mais ils l'ont quand même envoyé en tôle. Bande de connards, quoi. Vraiment. Non, vraiment, je rigole pas. Ils l'ont envoyé en tôle et c'est seulement à la fin du film qu'ils disent « Oh lol, Naruto, nous n'avons jamais douté de toi. En fait, on l'a fait exprès de ne rien te dire. On t'a envoyé en tôle. On a fait croire que tu étais un criminel parce que il fallait que fallait qu'on soit discret pour réaliser notre plan. » Mais Naruto n'est pas un imbécile. Donc je comprends pas pourquoi il lui explique pas le plan en loose day juste avant de l'emmener, en mode fait semblant d'être dégoûté d'être emmené en prison, fait des investigations en prison, je sais pas, non, ils lui disent rien, donc il est pas au courant de ce pourquoi il est envoyé en mission, enfin pourquoi il est emprisonné. Il cherche forcément à s'évader, c'est complètement logique, il cherche à s'évader, et je trouve que ce passage de on cherche à s'évader, on nous explique le background des méchants qui finalement n'est pas le vrai méchant, et on nous dit que finalement celui qu'on veut libérer est le vrai méchant parce qu'il y a une boîte magique qu'il faut ouvrir pour obtenir un vœu, mais finalement t'apprends que cette boîte il fallait absolument pas l'ouvrir parce que ça cache à l'intérieur des démons ou des gens qui pètent les câbles à l'intérieur. Et surtout que tout ce mystère est tourné autour de Rikudo, parce que oui, cette boîte et un démon qui vit à l'intérieur de cette boîte a été scellé par Rikudo. Donc on en revient exactement au même problème que, j'en parlais de Démon sans queue, avec, non, Kizuna, c'est le 2e film, excusez-moi, où tout aurait pu être au moins intégré un tout petit peu sous forme de filler dans l'animé, ou même expliqué rapidos dans le manga, ou je sais pas, quand ils ont parlé des démons à queue, ils auraient pu intégrer le démon sans queue, et ben pareil avec le background d'Agoromo Otsutsuki, alias l'ermite Rikudo, ils auraient pu intégrer cette histoire de démon, de boîte, que l'ermite a dû combattre, et je trouve que c'est expédié à une vitesse Z, que t'as pas le temps de te dire waouh, ce démon a combattu l'ermite Rikudo, le mec il est complètement invincible, même Naruto mode ermite n'arrive pas à le toucher, mais c'est par la force des sentiments qu'il arrive à le battre. Bref, je suis pas complètement convaincu par cet aspect là, mais ça aurait pu être un peu mieux, quoi. Ça aurait pu être un peu mieux, surtout avec cet aspect où Naruto est complètement bloqué parce qu'il a une espèce une technique qui l'empêche de malaxer du chakra, donc il est un peu restreint dans ce film là, même en mode ermite il est complètement restreint et il peut utiliser qu'un seul clone ou deux, ce qui fait qu'il est hyper restreint au niveau des combats et je trouve que ça donne du piment au truc. Naruto bat le méchant, mais en fait le méchant il meurt pas, mais en fait il retourne dans la boîte, mais en fait du coup la boîte elle se referme, mais en fait le méchant qu'on pensait méchant il est pas méchant. Voilà, c'est un peu brouillon, c'est un film que j'ai aimé, franchement, même si je trouve que le scénario est pas terrible, j'ai étonnamment passé un bon moment devant. C'est ça qui est étrange. Là où, par exemple, avec le 3e film Naruto, Crescent Moon, là, Croissant de Lune, ta mère, là, où vraiment il n'y avait rien pour lui. Là, ce film Naruto, il est beau visuellement, il est vraiment parfait.
scénaristiquement, je trouve que ça aurait pu être beaucoup plus rapide, hein, l'histoire de la prison. Ça aurait mérité un personnage de plus, parce que le perso qui est avec Naruto, qui est également une meuf, parce que visiblement Naruto, il est accompagné que de meufs dans les films Naruto. C'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'il a très souvent des meufs à ses côtés? La boîte finit par se refermer, mais finalement, on résout rien, parce que le truc, pour résoudre un film, c'est qu'il aurait fallu détruire la boîte. Et on ne détruit pas la boîte. La boîte fait que se refermer, et c'est tout. Donc, le personnage, j'en parlais du coup, le personnage qui accompagne Naruto, Ryusetsu, elle s'appelle, était plus intéressante que Naruto lui-même dans le film. Non, c'est pas une blague. Un personnage était plus intéressant que Naruto. Alors, il y avait eu quand même Amaru, que j'avais cité du deuxième film, Kizuna, qui était vraiment pas mal. La princesse Shion était bien. Ryusetsu, elle a un bon background avec le fils du méchant, que finalement tu prends pour le méchant, mais c'est pas le méchant, qui était enfermé dans la boîte. Et elle le libère, parce que le père, en fait, l'objectif c'était de libérer son fils de la boîte, mais il finit par tuer son père. Ryusetsu essaye de comprendre pourquoi l'ami d'enfance qu'elle aimait tant est devenu méchant. Elle finit par se sacrifier, mais ça n'a pas de conséquences, parce que Naruto se fait également transpercer le ventre. Ryusetsu se sacrifie, utilise une technique sacrificielle pour fournir son énergie à Naruto, enfin son énergie vitale à Naruto, et elle meurt. Voilà, fin du film. 6e film, et là je pense qu'on va passer à mon film préféré. C'est mon film préféré, et c'est l'un des plus populaires, si ce n'est le plus populaire des films Shippuden. Alors peut-être Lost Tower vous a plu, hein, Blood Prison également, hein, mais là on passe aux films les plus connus de la licence Naruto avec Road to Ninja. Road to Ninja. Oh putain, j'ai des trucs génialissimes à dire sur ce film-là. Oh là là, oh là là, oh là là. Date Hayato, réalisateur de ce film. J'aime énormément ce qu'il a fait, pour le coup, parce que Road to Ninja, sorti pour les 10 ans de la licence, voilà, pour les 10 ans de la série. Ce film envoie Naruto et Sakura dans un monde alternatif, créé par Madara, donc une espèce de monde miroir, où tout est inversé. Voilà, tout simplement, vous avez vu, hein. En fait, il se retrouve de l'autre côté du miroir, il se retrouve dans un Konoha alternatif, dans lequel Minato, Kushina sont vivants, mais où les parents de Sakura sont morts. Donc en gros, le père et la mère de Sakura étaient... le père de Sakura était le Hokage, contrairement à Minato qui, lui, dans l'univers de Naruto, est mort face à Kyuubi. Mais là, c'est l'inverse. C'est complètement l'inverse, vu que Sakura a suivi Naruto dans son périple, bah, tout a été inversé. Donc Naruto se retrouve avec des parents aimants, qui ne l'appelle pas Naruto mais Menma, parce que là tout est inversé, hein. Le monde parallèle, je le disais, est vraiment une excellente idée. Là on n'est pas dans un voyage temporel, on est vraiment dans un monde parallèle créé par Madara, donc ça a du sens, surtout qu'il cherche à récupérer Kyuubi, donc en l'enfermant dans ce monde parallèle, il espère plus ou moins, parce qu'il ne peut pas intervenir dans ce monde miroir, hein, voilà, puisqu'il n'y est pas, c'est sa propre création, mais il ne peut pas interagir avec. Débile, mais voilà. Donc il va se servir d'un élément du film, hashtag... copie de Naruto, Naruto inversé, hashtag Menma, hein, voilà, parce qu'il se fera prendre pour Menma durant tout le film, forcément, hein, puisqu'il rencontrera ses propres parents, Minato et Kushina, qui sont pour le coup exactement les mêmes que dans l'univers. Alors c'est complètement stupide parce que tous les persos ont des personnalités inversées. Shikamaru est un débile, Kiba déteste les chiens, Lee est un gros pervers, Hinata c'est une yakuza, voilà. J'aime bien aimer ce côté inversé. Il y a même Sasuke dans le film, mais là où notre Sasuke n'est absolument pas un tombeur, au contraire il déteste que les meufs lui tournent autour, bah, dans ce film là c'est un gros tombeur qui fait qu'avoir 50 meufs autour de lui, et voilà. C'est de la psychologie inversée, et j'aime ça. Et c'est giga bien, surtout que le film démarre sur le combat Minato contre Kyuubi. Donc ça fait un très très bon parallèle avec l'univers du manga. Donc en fait ce film pourrait carrément être canon, hein. Alors il ne l'est pas, c'est ce qui est vraiment dommage parce que ce film n'est pas canon. Alors franchement ça aurait pu être une intrigue supplémentaire de l'œuvre originale face à Madara, enfin hashtag Obito, voilà vous avez compris. Mais j'ai beaucoup apprécié. Alors les musiques de ce film sont absolument exceptionnelles, la bande sonore du film est vraiment superbe. C'est l'un des plus beaux films Naruto Shippuden parmi tous les autres. Ils sont tous beaux, mais il a une patte particulière, il a une réale particulière apportée par Hayato Date qui est sublime. C'est vraiment l'un des plus beaux films en termes de réal que j'ai vu
de tous les films Shippuden. La réalisation, donc je le disais, et l'animation sont vraiment en petits oignons, c'est une beauté, les scènes d'action sont absolument génialissimes. Puis l'un des meilleurs passages du film, c'est littéralement quand Naruto prend la veste du 4e Hokage pour la mettre sur son dos et qui regarde ses parents dans les yeux en leur disant je suis le fils de 2 héros de Konoha, en parlant de ses vrais parents, hein, parce que là ce ne sont pas ses vrais parents, hein, puisqu'il sait qu'il est dans un monde parallèle et que le Kushina et le Minato qu'il a en face de lui ne sont pas ses vrais parents. Donc ce parallèle et cette phrase résonnent encore dans ma tête, c'est vraiment génial. Le sbire que Madara utilisera pour interagir avec cet univers, c'est le clone, le Naruto de ce monde, Menma, hein, qui est l'antagoniste du film, parce que Menma dans ce film-là, puisque Naruto a été transporté dans ce monde, Sakura n'existe pas non plus, hein, puisqu'elle a pris la place de la Sakura de cet univers. Donc elle découvre très rapidement qu'elle est la fille d'un héros, hein, et qu'elle a littéralement pris la place de Naruto en vivant toute seule dans sa maison. Elle se rendra très rapidement compte, et c'est psychologie d'ailleurs, comme je le signifiais très souvent dans la review, c'est psychologie inversée, où Naruto, lui, a des parents dans ce monde-là, mais Sakura se retrouve toute seule, où elle comprendra ce que vit Naruto, et ça, vraiment, ça mérite le respect pour avoir été traité, parce que pour que quelqu'un puisse comprendre, Sakura est l'un des seuls persos qui a pu comprendre, même si ce n'est pas canon, et ça vraiment c'est dommage. Sakura est la seule personne de l'univers de Naruto à comprendre ce qu'il a vécu pendant 16 ans en fait. Hein. Pendant 16 ans, à avoir vécu tout seul, sans personne à qui dire bonjour le soir en rentrant à la maison. Et Sakura va le vivre en se retrouvant seule dans ce monde-là, en voyant Naruto heureux, sourire, pleurer de rire avec ses parents quand ils vont souffler les gâteaux de l'anniversaire de Kushina. Il va pleurer de rire, elle va le voir heureux à travers la fenêtre de la maison, et elle va se dire « Waouh, il a vécu ça pendant 16 ans, ça fait mal ». Et ça, c'est génial. Le concept était génial. Franchement, c'était trop cool. Et le combat final, je reviens dessus, était d'autant plus cool parce que d'affronter son côté dark, son lui de ce monde-là, Menma, qui pour le coup existe parce qu'il est méchant, mais il a aussi Kyuubi. Donc on va avoir un Kyuubi versus Kyuubi. Voilà. Spoiler, le combat était génial. Le combat double Kyuubi était parfait. Franchement, j'ai trop aimé ce côté où il fait littéralement équipe avec Kyuubi, alors que Kyuubi est censé le détester, mais il se rendra vite compte que ce qu'il a en face de lui est son double avec le même Kyuubi, même si pour le coup le Naruto en face de lui, enfin le Menma plutôt, maîtrise Kyuubi. Hein. Il se sert de ses forces parce qu'il a sombré du côté obscur, donc il est capable clairement d'utiliser les forces de Kyuubi et de s'allier à lui pour tout détruire. Et Naruto va passer un pacte avec Kyuubi pour se battre contre son lui démoniaque. Et ça, je trouve ça génial. C'est pas le meilleur scénario de la Terre, mais franchement, pour un film non canon, avec un univers parallèle, c'est tout trouvé. Avant-dernier film Naruto Shippuden, The Last. The Last, il a un côté très particulier, parce que même s'il n'est pas canon, on peut clairement le canoniser en tant que film qui clôture l'univers. Pourquoi ? Parce qu'il se place littéralement quasiment même après la fin du manga, hein, on peut le dire, hein, même si l'animé s'est permis de faire quelques épisodes supplémentaires qui se passent après The Last, notamment avec le mariage de Naruto et d'Hinata. Ce film, il a son côté, il clôture l'univers tout en laissant cette ouverture pour Boruto. C'était volontaire, hein, surtout avec les chapitres supplémentaires qu'avait mis en place Kishimoto après la fin du manga, avec Naruto Gaiden et avec Boruto, Sarada et tout ça, les chapitres supplémentaires que tout le monde connaît. Je pense qu'il avait cette intention avec ce film The Last. Réalisé par Tsuneo Kobayashi, qui n'en est pas à son premier coup hein, sur les films Naruto Shippuden, enfin sur Naruto Shippuden en général, sorti automne 2014. Je crois que le manga était déjà terminé au moment où ce film est sorti, je ne saurais pas vous dire, je vous mettrai au montage si c'est le cas, si le manga était déjà fini ou est-ce qu'il était sur la fin, mais ce film vient clôturer l'univers de la meilleure des façons, avec un Naruto et une grosse team d'ailleurs, une très grosse team, qui se retrouve à aller sauver Hanabi qui s'est fait enlever par Toneri qui est en fait un soi-disant, un partisan du frère d'Agoromo Otsutsuki. Hinata va être également très intéressante, très importante dans le film, hein, parce qu'elle va jouer le rôle de la princesse aux Byakugan qui sont des
dérivé d'une pupille que va vouloir obtenir Toneri dans le film, qui s'appelle le Tensegan. Donc elle va chercher à tout prix à arrêter la conception du Tensegan, parce que ça amènerait clairement à la destruction de la Terre, parce que la Lune se décroche, hein, la Lune risque de tomber sur Terre, le jugement dernier est arrivé, hein, on peut appeler ça comme ça, la Lune risque de s'écraser, et l'objectif de Naruto et de la team, c'est tout simplement d'espérer arrêter la Lune, hein, même si c'est pas leur objectif premier. Leur but, c'est quand même d'essayer de sauver Hanabi, de la ramener. Ils se retrouveront sur la Lune, dans la Lune, hein, même dans la Lune, ça serait plus clair de le dire comme ça, pour la ramener. La romance entre Naruto et Hinata va commencer à se mettre en place, elle l'était déjà depuis le début du film, avec la création de l'écharpe, de tous les cadeaux que Naruto va obtenir de plein de jeunes filles différentes. Hinata va essayer de mettre tout son cœur pour lui offrir le cadeau, elle ne réussira jamais à lui donner, mais Naruto est aussi très long à la détente dans ce film, hein. C'est ce qui est le plus énervant dans The Last, où il est très long à la détente. Franchement, il est très énervant Naruto dans ce film là, hein. Le mec, il devrait se rendre compte depuis au moins 40 minutes facile dans le film que Hinata essaye de lui parler, essaye de lui donner un cadeau, machin, et il tilte rien, il ne voit rien, il ne comprend rien, il est complètement stupide. C'est seulement en se retrouvant dans une bulle où il va être piégé, en voyant les rêves d'Hinata, parce qu'il va être connecté à elle, qu'il va comprendre qu'Hinata est amoureuse de lui. Et bizarrement, il va tomber amoureux d'elle, tiens, dis donc. Dis donc, le mec, il a 19 ans, il se rend compte vite fait qu'Hinata était amoureuse de lui, par mégarde, parce qu'ils se retrouvent bloqués tous les deux dans une bulle de rêve, dans laquelle ils auraient pu rester bloqués indéfiniment, hein. Attention, hein, ils auraient pu rester dans cette bulle pendant une éternité, hein. Mais c'est seulement là qu'il tilte, qu'Hinata est peut-être, je sais pas, peut-être amoureuse de lui, quoi, depuis qu'ils sont gosses, je sais pas, par exemple, hein, n'est-ce pas? Il est un peu loin à la détente, il finira par se rendre compte qu'il est amoureux d'Hinata, qu'il veut lui avouer, mais lol, le scénario les rattrape, elle finit par abandonner la team pour rejoindre Toneri. Spoiler, elle le fait parce que elle veut aller secourir Hanabi, et le meilleur moyen, c'est de faire croire à Naruto et la team qu'elle les a trahis pour rejoindre Toneri, mais finalement non, parce qu'elle essaye de libérer non seulement sa petite sœur, mais de détruire le Tensegan en même temps, ce qui fait que Naruto va faire un tout petit peu la tronche parce qu'il pense qu'il a été repoussé par Hinata, que c'est trop tard, qu'il n'arrivera jamais à la récupérer, et qu'elle a choisi Toneri à sa place, donc il va tirer une tronche de 3 km pendant 3 jours, et Sakura se sera donné de toute son âme pour espérer le sauver. C'est là l'une des plus grosses incohérences de ce film, en toute sincérité, parce qu'au moment où Naruto essaie de rattraper Toneri, ce dernier va lui vider de tout son chakra. Je répète parce que c'est pas assez clair, elle va lui vider de tout son chakra. Mais on parle de son chakra que lui a, pas du chakra de Kyuubi. Donc Naruto va se retrouver aux portes de la mort, à tel point que Sakura va devoir le soigner pendant quasiment 2 ou 3 jours non-stop, à tel point que son propre chakra va être vidé, donc elle va littéralement dormir pendant 2-3 jours, d'affilée. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous semble pas cohérent là-dedans? Naruto qui se fait aspirer tout son chakra. Est-ce que il aurait tout simplement pas pu faire un complément avec le chakra de Kyuubi? Oui. Oui. La réponse est oui, et pourtant, non. Voilà, non, c'est complètement stupide. Il aurait pu utiliser la combi intégrale, enfin, le revêtement intégral de Kyuubi pour se protéger de l'attaque de Toneri. Ce pouvoir qu'il n'utilisera que durant le combat final, qui durera 10 minutes chrono, dans lequel il pètera la gueule à Toneri de la façon la plus simple possible, hein. C'est esprit shonen, c'est shonen pour shonen, quoi. On combat le méchant et puis on sauve la princesse. C'est un peu l'objectif quand même, hein, n'est-ce pas? Sauver Hanabi. Et la plus grosse incohérence de ce film, malgré le fait que je l'ai beaucoup apprécié, c'est le combat final sur la Lune. Parce que j'en parlais, hein, du combat contre Toneri il y a quelques secondes. Le combat final se passera sur la Lune, mais pas à l'intérieur de la Lune, comme là où tout le film se passe. Non, sur la Lune, dehors, dans l'espace. Il n'y a pas quelque chose qui vous dérange? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui semble illogique là-dedans? Ils sont censés se trouver sur la Lune, dans l'espace, dehors. J'ai pas besoin de dire quoi que ce soit pour que vous compreniez qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Je sais bien qu'on est dans un truc de fiction. Je veux bien qu'il y ait une explication logique, mais si tu ne me l'expliques pas, je ne peux pas savoir, frérot. Si tu ne me dis pas, Naruto, si tu veux espérer combattre dans l'espace, je sais pas, revêt-toi d'un voile de chakra pour espérer dans l'espace. Non, ils vont juste dans l'espace. T'as littéralement Kurama
qui combat un espèce de monstre géant, un espèce de monstre de pierre ou je sais plus trop quoi, parce que Naruto sera occupé face à Toneri, à qui il pètera la gueule en 10 minutes avec son bras, hein, son bras reconstitué. Hein. Je vous rappelle qu'il a perdu son bras face à Sasuke, donc avec son nouveau bras, avec les cellules de Rikudo, où il pètera la gueule à Toneri avec ce bras-là, pour bien faire le parallèle, pour dire, regardez, c'est le bras qu'on lui a reconfectionné, donc son bras va prendre une couleur jaune, il va foutre un gros coup du droit à Toneri, l'envoyer dans le décor, fin. Voilà. C'est bien. C'est un peu gnangnan sur les bords. Franchement, le côté romance avec Naruto et Hinata tout le long du film, c'est un peu... c'est un peu cringe. Hein. Sincèrement, c'est un peu cringe. Hein. Tu les vois, ils se parlent pas. Bon, ils se parlent 2-3 fois, mais tu sens que ils pourraient débloquer la situation en 5 minutes. C'est Hinata, tu m'aimes? Oui, moi aussi je t'aime. Sortons ensemble. Fin. Pour finir cette review, parce que ça aurait été quand même très long, j'ai passé les 1 heure de vidéo. Hein. Voilà, j'ai passé les 1 heure de vidéo me concernant, ça sera peut-être un peu moins long pour vous, j'aurais retiré beaucoup de trucs. Boruto, Naruto, The Movie. Alors, première fois qu'on voyait Boruto en animé. Alors, il est compté parmi les Naruto The Movie, parce qu'il s'appelle Naruto The Movie, voilà. Même si le film n'est pas centré sur Naruto. Qu'est-ce que j'ai de spécial à dire sur ce film? Bah, pas grand-chose, hein, si ce n'est qu'il est réalisé par Hiroyuki Yamashita. Ce qui est cool, hein. Hiroyuki Yamashita, c'est l'un des meilleurs animateurs sur la série. Bon, il y a quand même Norio Matsumoto sur le combat final face à Momoshiki dans le film, hein, qui ne sera malheureusement pas sur la série télé, parce que spoiler, le combat du film et le combat de la série télé Boruto ne seront pas les mêmes, hein. Même si c'est les mêmes méchants, ce ne sera pas les mêmes circonstances. Ce film, visuellement, il est génial. Franchement, j'avais pas souvenir. Sincèrement, j'avais pas souvenir qu'il était si beau visuellement. Sauf l'explosion face à Momoshiki où Naruto les protège tous. Le combat final avec les Kage. Bon, les Kage qui ne servent à rien. Hein. C'est vraiment dommage. Pour le coup, ils servent tous à rien. Mais comme c'est très semblable à l'animé, bah, de toute façon, tout sera réutilisé pour l'animé Boruto. Hein. J'ai pas grand chose à dire sur Boruto, Naruto The Movie. Boruto qui est insolent. Il est insolent as fuck hein, dans ce film. Hein. Franchement, j'ai envie de le baffer. Hein. Si j'étais son daron, je l'aurais baffé 8 fois au moins dans le film Boruto, tellement il est ingrat, tellement c'est un menteur, un manipulateur. Il se laisse avoir facilement par l'autre là, qui lui file le ninja gun. Il se sert de son innocence et plutôt de son envie de devenir fort pour utiliser ça. Mais Boruto, il est aussi très con à vouloir obtenir les grâces de Naruto avec ce ninja gun en trichant, hein, tout simplement. À la sélection des Chunin. Je comprends pas sa mentalité au personnage, je la comprendrai tout simplement jamais hein, dans l'univers de Boruto, parce que je ne regarde pas l'animé et j'ai mis en pause le manga, j'ai pas lu depuis 2-3 chapitres le manga, faudrait que je m'y remette d'ailleurs, mais pas grand chose à dire, le développement des personnages il est assez catastrophique, hein. De toute façon on n'a pas grand chose à développer dans un film comme ça. On est juste là pour parler de Boruto qui est ingrat envers son père, qui veut absolument devenir plus fort que lui en l'espace de 20 minutes, qui veut devenir le disciple de Sasuke, qui l'accepte en tant que disciple assez facilement, mais tu te rends compte assez facilement que l'entraînement où tu te dis enfin Boruto se sort les doigts du huc pour apprendre le Rasengan, mais tout le reste du film il utilisera le Ninja Gun pour tricher, ça déçoit un peu. Ça déçoit un peu sur la psychologie du perso, ça le mettra forcément en défaut hein, quand Naruto finira par se rendre compte de la supercherie et qu'il finira par lui destituer de son titre de ninja. Finalement, vous savez que les éléments arrivent, hein, les éléments perturbateurs arrivent assez vite, avec Momoshiki et Shinshiki, voilà, je crois qu'il s'appelle, qui combattra Sasuke au début du film, qui est l'une des meilleures séquences du film, avec le combat final. Mais sincèrement, si je devais choisir entre le film et la série télé, je choisirais clairement les scènes de la série télé. Voilà. Si je devais choisir le combat de Matsumoto dans le film ou les choix très très réussis de la série télé avec les différents styles d'animation, j'aurais choisi la série télé. Je choisirais toujours la série télé pour sa diversité de réalisation et tout. Mais ce film n'est pas mauvais pour autant. Merci à tous d'avoir suivi cette review des films Naruto Shippuden. J'ai été très long, j'ai été encore une fois très bouillon, j'ai voulu faire les choses bien et finalement j'ai été bien au départ. J'étais bien au départ et puis arrivé au 3e ou 4e film, j'ai vrillé dans mes explications. J'ai commencé à devenir très brouillon dans ce que je disais. J'ai sauté des trucs, j'ai dit des trucs pas très cohérents par rapport au film. J'ai commencé à lancer des petites piques pas très logiques par rapport à certains films. Je pense notamment à Lost Tower ou Blood Prison où j'étais très brouillon dans mes explications. Veuillez m'en excuser une fois de plus. C'est vrai que c'est très compliqué de parler d'autant de films en une seule fois. Et surtout que
mes notes n'étaient pas non plus parfaites. J'ai vraiment écrit juste mon ressenti à chaud, alors que j'aurais vraiment dû expliquer ça point par point. J'y penserai à le faire pour les prochaines reviews, soyez-en sûrs, surtout que pour les prochaines reviews, nous traiterons des films Dragon Ball et Dragon Ball Z. Ouais les gars, je vais parler des films Dragon Ball et Dragon Ball Z pour la simple et bonne raison que il faut déjà que je remplisse mon calendrier de vidéos pour septembre. Premièrement, c'est l'une des raisons. Mais deuxièmement, parce que j'hésitais depuis longtemps à acheter le coffret sorti de chez AB Productions, des remasters des films Dragon Ball et Dragon Ball Z qui, d'après énormément de monde, et surtout d'après Vic la Terreur, que je suis énormément et que vous devriez tous suivre, je vous mettrai le lien dans la description de la review du coffret Dragon Ball sorti chez AB, où les retours ont été très positifs sur ce coffret, et comme ça fait longtemps que j'ai pas revu les films Dragon Ball et Dragon Ball Z, principalement les films DBZ, parce que les films Dragon Ball je les ai jamais vus, donc ça serait la bonne occasion, comme pour les films Naruto et la plupart des Shippuden que j'avais jamais vus, ça sera l'occasion non seulement de me faire un premier visionnage de ces films là, mais et également de vous donner mon avis sur ces derniers, et surtout que je vois que ces vidéos là vont vous plaire. J'aurais pas eu encore de retour sur les films, non seulement sur les Fairy Tail, mais sur les premières de Naruto, j'aurais pas eu du tout de retour pour l'instant. Donc je sais pas si ces vidéos vous auront plu, si ça aura fait beaucoup de vues, si vous aurez été très méchant envers moi parce que j'ai été méchant envers les films, il y aura eu un déferlement de haine me concernant parce que j'ai écrit mes reviews avec le cul, ce que je comprendrais, attention. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ces films-là, point par point. N'hésitez pas à me faire des petits tirets pour me dire sur chaque film ce que vous avez aimé et pas aimé. Et quant à moi, je vous retrouve très vite pour de prochaines reviews. A plus tout le monde. Ciao, bye.